De 1998 à 2009, le taux d'inflation au Zimbabwe va croître de façon exponentielle jusqu'à atteindre 79 milliards de pourcents à la mi-novembre 2009. Ce phénomène économique appelé hyperinflation est une inflation dont les taux sont supérieurs à 50%. Ce phénomène va conduire le pays à abandonner sa monnaie locale, le dollar zimbabwéen, pour adopter plusieurs monnaies internationales avec le dollar américain comme monnaie principale. Comment l'une des plus grandes crises économiques de notre ère a pu se produire, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Joseph de Verai News and Perspective. Tout comme Rome n'a pas été bâtie en un jour, la crise économique au Zimbabwe ne s'est pas effectuée en un jour. Pour comprendre l'histoire de la crise économique au Zimbabwe, il faut remonter bien longtemps à l'époque coloniale. Il faut savoir que le Zimbabwe est un pays enclavé du sud de l'Afrique. Il a été colonisé par l'Angleterre et se faisait appeler à l'époque la Rhodésie du Sud. L'histoire du Zimbabwe est similaire à celle de l'Afrique du Sud dans le sens où le pays a également connu une ségrégation raciale. En 1930, une loi de répartition des terres avait vu octroyer 50% des terres du pays à une minorité de la population blanche qui représentait seulement 5% de la population totale du pays, alors que les 95 autres pourcents de la population s'est vu octroyer seulement les 50 autres pourcents des terres qui étaient les terres les plus arides et moins propices à l'agriculture ou à l'élevage. Et comme vous pouvez vous en douter, l'agriculture, l'élevage ou d'autres activités économiques dans ce genre étaient la principale source de revenus du pays. Alors, lorsqu'en 1980, le pays obtient son indépendance avec comme premier président feu M. Robert Mugabe, vous vous en doutez que l'un des premiers jobs qu'il va essayer de faire, ça sera la répartition des terres. Alors il va faire plusieurs réformes sur la répartition des terres et c'est là que les ennuis vont commencer pour le pays. Donc quelque temps après avoir pris le pouvoir, M. Robert Mugabe va se lancer dans sa réforme des terres. En 1990, il fait sortir sa première loi sur la réforme des terres et cette loi se base sur le willing buyer, willing seller. En gros, si un propriétaire blanc décide de vendre ses terres et un futur propriétaire noir décide d'en acheter, eh bien le gouvernement va faire le milieu pour essayer de faciliter les négociations et faciliter l'achat. Le problème, c'est que les populations autochtones n'auront pas les moyens d'acheter les terres puisqu'elles sont pauvres. Et donc la répartition ne va pratiquement pas changer avec cette nouvelle réforme des terres. Et en plus de cela, les populations vont commencer à gronder pour plusieurs autres problèmes de corruption qui vont commencer à s'élever dans le pays. Ce qui va faire que la première réforme des terres que le président Robert Mugabe a lancée va être un échec monumental pour son parti et pour ses partisans. Au-delà du fait que la première réforme des terres va faire gronder la population, un autre événement va venir ajouter sa pierre à l'édifice. Je vous ai dit que le Zimbabwe a eu son indépendance en 1980, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le pays a connu une longue guerre entre 1972 et 1979. Et dans cette guerre-là, il y a eu des vétérans qui étaient des proches du président Robert Mugabe. Après la guerre et pendant les premières années du président Robert Mugabe, ils étaient censés recevoir des pensions au prix de leurs sacrifices et pour services rendus à la nation. Le problème, c'est qu'ils vont se faire voler leurs pensions par des hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement dans un grand scandale de corruption qui va toucher tout le pays. À un moment donné, ces personnes-là se sont dit non, stop, on ne veut plus être volés. Et donc, ils ont fait plusieurs manifestations dans le pays et complètement déstabilisé le pays. Le 9 décembre 1999, ils vont organiser une grande grève nationale et vont complètement paralyser le pays. Ces vétérans-là vont réclamer des terres et que leur compensation qui leur avait été volée depuis plusieurs années soit remboursée. Alors, le président Robert Mugabe va prendre une décision qui va mettre le pays au bord du précipice. Il va décider de signer plusieurs accords avec les grévistes, c'est-à-dire les vétérans de guerre, et ces accords-là vont être estimés à 4 milliards de dollars zimbabwéens sur toute la durée de vie de l'accord. Le problème, c'est que lorsque la Banque mondiale va voir ces accords signés, elle va décider de retirer 62,5 millions de dollars
qu'elle donnait en subvention au pays. Ce retrait va faire un gros choc aux caisses de l'État qui va décider de se faire rembourser en augmentant les taxes. Le problème, c'est que les populations vont dire non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et donc, elles vont également protester. Ce qui va faire que le pays va se retrouver dans une situation très critique et l'économie va commencer peu à peu à avoir un gros coup. Et là, on parle déjà du début de l'hyperinflation qu'on va remarquer en 2008. Même si les économistes de l'époque ne pouvaient pas appeler ça l'hyperinflation parce qu'elles ne respectaient pas le terme ou la définition de l'hyperinflation. Malgré cette situation rocambolesque, le gouvernement zimbabwéen qui ne va pas apprendre de ses erreurs va commettre une autre action qui, pour beaucoup d'observateurs, est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors qu'au Zimbabwe, la situation commence à se tendre ou est déjà tendue, dans un pays voisin du Zimbabwe, la guerre est à son deuxième acte. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui, dans cette période-là, était à sa deuxième guerre. Et comme on le dit en jargon ivoirien, le gouvernement zimbabwéen qui ne se connaît pas va envoyer des troupes en République démocratique du Congo pour combattre. Une décision que plusieurs observateurs vont juger d'incroyable dans le sens où le pays traversait déjà une forte crise économique. Et comme vous pouvez l'imaginer, la guerre, elle coûte cher. C'est ça le vrai problème de la guerre, elle coûte cher. Et donc le gouvernement zimbabwéen va engager 33 millions de dollars par mois dans cette guerre en République démocratique du Congo. Et elle va de son côté reporter à la Banque mondiale qu'elle dépensait seulement 22 millions de dollars par mois. Le problème, c'est que le gouvernement zimbabwéen fait face à une forte inflation, l'économie est très en difficulté. Donc, pour essayer de contourner ce défaut de monnaie, ils vont décider d'imprimer plus d'argent pour financer la guerre. Et comme les personnes qui sont dans l'économie ou dans la finance vont peut-être commencer à imaginer, l'impression de plus d'argent fait que l'inflation aussi, elle augmente de son côté. À un moment donné, les populations en avaient marre et ça se comprend entre une réforme des terres qui n'avance pas pratiquement et la situation est pareille, une guerre qui ne nous concernait pas et dans laquelle on intervient et on perd de l'argent et des hommes et plusieurs manifestations, plusieurs scandales de corruption, elles en avaient marre et elles vont décider de elles-mêmes se faire justice. Elles vont complètement zapper la politique de réforme des terres initiée par le gouvernement et vont créer elles-mêmes leur propre réforme. Et cette réforme qu'elles vont créer sera en griffe soutenue par le gouvernement qui ne va pratiquement rien faire pour les contrer. Elles vont complètement zapper le projet de réforme des terres du gouvernement et vont décider elles-mêmes de prendre le contrôle de manière violente des terres détenues par les populations blanches. Et ça, sous le regard du gouvernement qui va pratiquement rien faire pour les en empêcher. Et sans vraiment prêter attention à l'impact que ce type d'action ou de projet pouvait avoir sur l'économie du pays, les membres des vétérans et plusieurs personnes de la population vont s'accaparer plus de 2700 terres détenues par les populations blanches. Le problème, c'est qu'en 2003, on décomptait plus de 21 millions d'hectares de terres détenues par les populations blanches saisies de manière violente. Et ces populations blanches-là se faisaient soit tuer ou gravement blessées lors des saisies. Un indicateur pour vous montrer l'impact que ces violentes saisies ont eu sur les populations blanches, c'est que le nombre d'agriculteurs de populations blanches est passé de 4300 en 2000 à environ 1300 en 2003. Et ça a un effet dévastateur sur l'économie du pays, surtout que selon un article paru dans The Times en 2008, les terres n'ont pas techniquement été saisies par les populations noires qui avaient des appétences pour l'agriculture, mais ont été saisies par des membres proches du gouvernement ou des membres proches des vétérans qui avaient un lien direct avec le président Robert Mugabe. Après ces événements, l'augmentation du taux d'inflation va devenir complètement incontrôlée et le gouvernement va faire plusieurs tentatives pour essayer de rattraper le coup en essayant d'imprimer plus de billets, en essayant de dévaluer la monnaie, mais à chaque fois, le taux d'inflation continuait à augmenter, Arrivé à un certain moment, il s'est dit même que le gouvernement zimbabwéen a arrêté de dire de manière régulière combien était le taux d'inflation dans le pays. Et c'est de là que le taux d'inflation va augmenter jusqu'à atteindre le taux que je vous ai présenté en début de vidéo. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo,
vidéo, l'hyperinflation est arrivée au Zimbabwe à cause des décisions étranges du gouvernement qui de base partaient d'une bonne intention, mais elles ont été mal structurées, mal organisées et surtout, il y avait une énorme corruption qui régnait au sein même du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l'État. Même si la situation s'est améliorée avec le temps, le pays a l'un des taux d'inflation les plus élevés dans le monde, avec des taux d'inflation allant jusqu'à 417% par exemple en octobre 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner parce qu'ici on parle de l'actualité africaine au quotidien et on parle des histoires, on parle de la musique, on parle de tout ce qui concerne l'Afrique. Donc bienvenue.